Donc je donne tout de suite la parole à Jean-Pierre Michel, rapporteur de la Commission des lois. Oui, merci. Moi, je n'ai pas de questions à poser à Jérôme Guèche, parce que je partage totalement ce qu'il dit. Par contre, je vais laisser la parole tout de suite à Michel Meunier, rapporteur pour avis, qui est, je dirais, plus à même que moi de peut-être d'interroger sur le problème d'adoption. Alors, Madame Dans Meunier. la pratique. Voilà. C'est vrai qu'on se complète bien finalement. Parce que Oui, j'ai remarqué que c'était un très bon couple. Alors allez-y, Madame Meunier. Monsieur le Président. Donc, moi, j'ai eu l'honneur pendant presque 8 ans d'être vice-présidente au département de Loire-Atlantique sur la protection de l'enfance, présidente du conseil de famille de Loire-Atlantique. Et donc, je signais, comme vous et comme plusieurs collègues peut-être ici, les agréments aux candidats à l'adoption. Vous avez dit l'essentiel. Hein. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'hypocrisie. Disons que lorsque l'on agréait un candidat célibataire, homme ou femme, peu importe la façon dont c'était fait, on se doutait parfois qu'il y avait sûrement de la souffrance, ou en tout cas une partie, enfin vous l'avez très bien dit, de la personne en elle-même, intrinsèque, qui était masquée, dissimulée. Voilà. Mais ceci dit, l'agrément ne donne pas l'enfant, vous l'avez dit aussi, et que l'adoption à l'international de plus en plus se transforme et peut-être aussi va sûrement pâtir d'une certaine manière, d'une certaine suspicion, on le voit du côté de la Russie déjà, sur les demandes de célibataires ou de couples de même sexe. Moi, je pense, un peu comme vous l'avez dit, que la question de l'adoption sera sûrement plutôt du point de vue de l'adoption de l'enfant, du conjoint avec lequel on se mariera. L'adoption conjointe se réalisera certainement de manière sûrement plus affirmée et plus ouverte, mais encore une fois, si rien ne se passe, elle ne sera hélas pas forcément possible dans la réalité. Un intérêt quand même dans ce débat sur le mariage, ou même si ce sujet de l'adoption ne sera pas mise en avant et un premier élément, enfin une première importance, on voit bien l'importance d'avoir un débat sain, complet sur les questions d'adoption, parce qu'on entend, je peux vous le dire, énormément de contre-vérités, de choses fausses, oui, sur l'adoption plénière, l'accès aux origines, on pense que c'est impossible. Or, pour avoir présidé le conseil de famille, on voit bien que lorsque une femme accouche en France sous secret, elle a la possibilité de donner son identité sous pli fermé, et que l'enfant, après 18 ans, aura la faculté et le droit d'ouvrir cette enveloppe, et enfant, il pourra le faire avant ses 18 ans en étant accompagné de ses parents. Voilà, mais tout ça, je pense qu'on en parlera ailleurs, plus tard, dans un autre cadre de projet de loi. Merci, Madame Meunier. Est-ce que vous voulez répondre tout de suite, Monsieur Guelch, aux deux rapporteurs, peut-être? Vous préférez peut-être qu'on demande les autres questions ou interventions? Qui veut intervenir? Oui, alors j'ai Madame Benbassa, après Monsieur Le Serre. Il n'y a pas d'autres interventions. Donc, Madame, pour le moment, Madame Benbassa. Merci, Monsieur Guedj, pour votre exposé très complet. Et vous avez également fait allusion au fait que dans les pays où ces couples iront chercher l'enfant, on peut pas les obliger à leur donner la possibilité d'adopter. Ça ne relève plus de notre compétence. Mais alors, à ce moment-là, l'agrément, ça ne signifie rien. On sait qu'il y a très peu d'enfants français qui peuvent être donnés en âge d'adoption. Il y a des enfants d'un âge plus élevé, je ne sais pas si les couples les veulent, mais est-ce qu'il n'est pas possible de passer des accords dans ce sens? Est-ce qu'il y a des possibilités de droit international et dans les accords, ou mettre des codicies, enfin de faire quelque chose afin que ces adoptions puissent être en partie satisfaites. Voilà ma question. Merci. Alors, Monsieur Le Serre. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui,
Je souhaite qu'on soit très attentif au fait que l'adoption par des couples de même sexe n'entraîne pas des conséquences dommageables sur l'adoption par des personnes célibataires. Car il y a effectivement toute une série de personnes célibataires qui souhaitent adopter, qui quelquefois d'ailleurs vivaient auparavant en couple, qui ont eu un projet effectivement familial qui n'a pas abouti, qui ont recouru dans le cadre de la loi à la procréation médicale assistée sans que ça réussisse également. Le couple s'est effiloché en quelque sorte, et l'un des deux souhaite effectivement poursuivre le projet d'adoption, ce que je trouve très bien. Donc ma crainte, c'est un peu, si vous voulez, le risque de conséquences dommageables de l'adoption par les couples homosexuels sur les personnes célibataires, et c'est aussi le fait que, d'après les chiffres que j'ai vus, mais j'ai été incapable de les vérifier, le nombre d'adoptions par les femmes célibataires n'est déjà pas très important, mais alors le nombre d'adoptions par les hommes célibataires est totalement dérisoire. Ce qui m'interpelle également sur les raisons pour lesquelles on a effectivement des chiffres de ce type. Y a-t-il d'autres remarques? Madame Goulet. Je vais peut-être vous poser une question qui a l'air stupide, mais lorsque vous avez des présomptions lourdes et concordantes de ce que l'adoption est demandée par un couple homosexuel, est-ce que vous le notez dans le dossier? Est-ce que vous avez une indication dans le dossier, ou est-ce que ça reste votre intuition? Parce que c'est relativement important pour le suivi. Quand la loi sera votée, ce sera autre chose, mais pour l'instant, elle l'est pas. Donc, est-ce que vous mettez une mention dans le dossier? Moi, je suis toujours un peu inquiète des mentions, des fichiers, des suivis. Donc, simplement, puisque vous avez indiqué que vous aviez agréé à ce type d'adoption de façon ouverte et explicite, est-ce que vous en faites mention dans le dossier? Encore d'autres questions? Donc, il n'y en a pas? Donc, je vous rends la parole, Monsieur Guedj, pour répondre aux deux rapporteurs et aux trois intervenants. Alors, là aussi, de manière un petit peu décousue. Ce qui est certain, c'est que, puisqu'on parle d'adoption à l'occasion de cette loi sur le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe, et là je vous rejoins totalement, ça nous invite à questionner l'adoption dans ce pays. Je crois que ce serait une erreur, et c'est d'ailleurs une des vertus de ce texte sur le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe, c'est qu'il a une vertu un peu messianique d'une certaine manière. C'est qu'en parlant des couples homosexuels, eh bien, et en s'interrogeant sur les questions d'égalité, on va questionner bien des sujets. On pourrait parler de la PMA, qui n'est pas le sujet du jour, mais on a parlé de la PMA, et de fait, on questionne sur l'ensemble de la PMA, d'ailleurs pour l'ensemble des couples. De la même manière qu'on a des discussions qui ont été vives dans le débat parlementaire sur les éléments relatifs au statut des tiers, le coparent, le beau-parent, etc. Bon. S'agissant de l'adoption, c'est incontestablement un sujet qui doit être mis sur la table. Le dispositif, je le dis, actuel n'est pas satisfaisant à plus d'un titre. Et moi, je fais partie de ceux qui se réjouissent de l'annonce d'une loi à venir sur la famille, dans laquelle, moi, je souhaite, je ne sais pas si ce sera le cas, qu'on puisse avoir une réflexion sur l'adoption. Qu'il s'agisse de l'adoption à l'international, en étant quand même conscient des chiffres très préoccupants constatés ces dernières années. Les chiffres ont été publiés la semaine dernière. On est quasiment sur une division par deux des chiffres d'il y a 4 ans. On est à 1500 ou 1700 enfants effectivement adoptés. On a connu jusqu'à 4000 enfants adoptés à l'international. Aujourd'hui, c'est extrêmement préoccupant. Donc, est-ce que la procédure, est-ce que les mécanismes, est-ce que les conventions, est-ce que les partenariats, c'est pour répondre un petit peu à Mme Benbassa, peuvent se nouer avec les États? Deuxième élément lié sur la pratique de l'adoption, qui répond à une des questions qui a été évoquée, qui est: est-ce que en ouvrant l'adoption à une nouvelle catégorie de population, on ne va pas épuiser le vivier dans une sorte de compétition, de concurrence? Ça, pour le coup, alors, je l'ai entendu dans le débat parlementaire, parfois, je suis au Sénat, donc je vais raison garder, mais parfois avec quelques excès. Il faut toujours raison garder, oui, même à l'Assemblée nationale. Alors allez-y. Et avec parfois quelques excès, ou en tous les cas quelques arguments, donc je le dis, ils m'ont parfois laissé pantois sur le thème: on va ouvrir l'adoption aux couples de même sexe, donc ça va assécher le vivier de l'adoption pour les autres couples, que ce soit à l'international ou pour les pupilles de l'État.
y compris alors avec des arguments alors là encore plus un peu hallucinants, qui consistaient à dire dans ce cas-là, il faut pouvoir donner à des parents qui craindraient de mourir, qui pourraient craindre de mourir, d'interdire que leur enfant ne soit adopté ultérieurement par des couples homosexuels. Enfin, je ne sais pas s'il y a de tels amendements qui sont envisagés au Sénat, mais ça va donner lieu à des discussions un petit peu surréalistes. En tous les cas, c'était le cas pour nous à l'Assemblée nationale. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir une concurrence. En revanche, que pour les raisons qui ont été évoquées, l'essentiel de l'adoption va se faire de l'adoption de l'enfant du conjoint. Ça va être une adoption intrafamiliale de régularisation, si j'ose dire. Et qu'après, s'agissant du flux, il sera limité. Pour autant, et c'est là que la réflexion sur l'adoption globale doit être posée, je pense qu'on a un problème dans notre pays s'agissant de l'adoption plénière ou simple des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance au président du Conseil général. On a aujourd'hui un peu moins de 2500 enfants qui ont le statut de pupille de l'État et de fait, très peu, en tous les cas pas suffisamment, ne sont proposés à l'adoption aujourd'hui pour des couples homosexuels, soit parce que les fameux besoins spécifiques liés à leur âge, à leur fratrie, à leur situation de handicap fait qu'ils ne sont pas, j'aime pas ces termes, intéressants. En tous les cas, il n'y a pas une vraie demande. Mais il y a aussi, je le dis, mais je fais un pas de côté par rapport au terme de l'audition, mais aussi parce qu'il y a une tradition française très forte du maintien du lien biologique avec les parents. Rendre adoptable un enfant pupille de l'État, c'est au terme d'un processus qui fait que ça prend du temps, ça prend des années, que le concept, par exemple, de délaissement parental est très peu reconnu en France par rapport à une conception anglo-saxonne qui permet quand même. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup d'avoir cette réflexion pour se dire qu'il y a des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance qui peuvent être peut-être plus facilement adoptables pour les couples à venir. Alors sur les deux questions, sur la question précise je cherche le terme, de savoir si on reconnaît, enfin si on indique l'orientation sexuelle. Vous savez, l'adoption c'est un processus itératif. C'est pas une instruction administrative classique. Il y a une sorte de colloque singulier de confiance qui s'établit entre l'autorité administrative, les services du Conseil général, mais qui sont travailleurs sociaux, médecins, psychologues, enfin, en fonction de l'équipe qui peut être pluridisciplinaire. Et donc il y a une sorte de va-et-vient, une discussion. Quand, dans le cas le plus simple, qui est celui que j'ai mentionné, juillet 2011, au Conseil général de l'Essonne, figure donc dans la délivrance de l'agrément, qui est un acte motivé, la situation de couple. Et d'ailleurs, moi j'ai rencontré les deux intéressés après la délivrance de cet agrément, parce que je souhaitais quand même incarner les choses. Elles sont bien conscientes d'une chose, elles ont franchi quelque chose qui pour elles, en termes d'identité et de symbole, était importante. Il y a une demande par une personne seule, puisque la loi n'était encore que virtuelle à l'époque, nous étions qu'en mai 2011, ou en juillet 2011, mais c'était important pour elle que celle qui adoptait, des deux dans le couple, celle qui était détentrice de la demande, qui était la requérante, affirme dans sa demande, dans son instruction, qu'elle était en couple avec quelqu'un, qu'une histoire d'amour existait, qu'une famille existait déjà, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, la conjointe était elle-même maman d'un grand enfant. Donc là, de fait, et ça figure dans la motivation de l'agrément. Et en même temps, consciente de ça, elles disent notre parcours du combattant ne fait que continuer, parce qu'à l'international, elles veulent adopter à l'étranger, elles savent que le fait d'avoir été dans cette sincérité de leur histoire personnelle allait constituer un obstacle plus grand que si elles avaient fait comme la plupart, vous l'avez évoqué tout à l'heure, étaient dans le déni. Voilà, c'est une personne seule. Donc le plus souvent dans les personnes seules, il n'y a pas cette mention, sauf à la demande expresse. Encore une fois, on ne peut pas imposer ça, parce que il y aurait presque quelque chose d'assez terrible qui serait, pour une personne seule, on doit presque faire abstraction, c'est aussi incroyable, de l'orientation sexuelle de la personne. Mentionner dans la motivation l'orientation sexuelle et aboutir à un refus, ça peut donc aboutir à une suspicion que c'est ça qui a motivé le refus, et en sens inverse, il ne faudrait pas qu'il y ait une discrimination positive qui aboutisse à cela. Donc vraiment pour dire que le système actuel était bancal, alors les chiffres ont été demandés, c'est moins de 10% des demandes d'agrément qui sont le fruit de personnes seules, et parmi elles, c'est inférieur à 1%, enfin c'est même moins,
S'agissant, donc dans la plupart des cas, ce sont des femmes, enfin dans la 99,5%, ce sont des femmes. Les chiffres sont approximatifs, il n'y a pas de consolidation nationale à ma connaissance, mais bon, l'expérience croisée, ce que j'ai entendu donc dans les différents moments. Alors après, ce sont très peu d'hommes. Après, ça renvoie pourquoi très peu d'hommes? Je veux le dire très, très franchement, parce qu'on est encore dans un modèle qui considère que dans la procédure d'agrément, l'évaluation des capacités familiales, éducatives et psychologiques suppose encore la présence d'au moins une femme dans le couple. Voilà. Enfin, donc, cet élément-là, qui est un élément de pratique, qui est un élément de pratique professionnelle, il est susceptible aussi d'évoluer au gré de l'évolution de la législation. Voilà. Sur la question de Madame la sénatrice Benbassa sur les accords internationaux, enfin, je ne suis pas le plus expert en la matière. À l'inverse, il y a des pays qui ne manifestent pas d'obstacles à l'international. Je crois qu'on peut citer l'Afrique du Sud, par exemple. L'Afrique du Sud considère que ça ne pose pas de problème si la personne arrive avec un agrément dans lequel il est fait mention de la nature homosexuelle du couple dans lequel l'enfant serait orienté. Bien, merci. Alors, merci pour ces réponses. J'ai de nouvelles séries d'inscriptions. Donc, Madame Kukierman, qui veut s'inscrire encore? Personne? Madame Kukierman. Très vite. On a le temps, Madame Kukierman. Bon, bah alors pas vite. Deux questions, deux remarques sur les propos qui viennent d'être tenus. Bon, moi, je crois effectivement que sur la question de l'adoption, va s'ouvrir après l'adoption de ce texte de véritables débats et il va falloir que nous nous interrogions effectivement collectivement sur ce que doit être et ce qu'est l'adoption. Je crois que ce que vous disiez sur la réalité à l'international et le dilemme finalement qui est posé à un certain nombre de couples, c'est-à-dire de dire la vérité de ce qu'ils sont, quitte à se voir fermer les portes de l'adoption internationale. On l'a vu notamment sur le cas de l'Espagne, où à partir du moment où l'Espagne a légiféré le mariage pour les personnes de même sexe, pour l'ensemble des couples espagnols, l'adoption internationale, c'est dans un certain nombre de pays complexifié, on va dire. Donc ça, je crois que c'est une réalité. Il faudra effectivement qu'on puisse avoir cette réflexion. Moi, j'avais une question à poser, peut-être plus directement au président de conseil général que vous êtes, et puis qui avait suivi ces questions-là, sur la question de l'agrément. Je crois, je ne mets nullement en doute la qualité et la capacité de travail des différents fonctionnaires qui sont amenés à donner l'agrément. Vous avez évoqué la difficulté quand même quand il n'y a pas de personnages féminins, on va dire, donc de futures mères à avoir l'agrément. Comment est-ce que les conseils généraux travaillent, je ne sais pas, sensibilisent, évitent le fait qu'à un moment donné, finalement, vous ne voyez que les demandes, une fois les enquêtes réalisées, ou des recours d'individus, si vraiment il y a, mais on le sait bien, et quelle que soit la nature d'ailleurs du couple, souvent quand il y a des refus, voilà, l'effondrement est tel pour le couple qu'on n'est pas dans la démarche forcément d'aller vers un recours. Je ne sais pas si c'est peut-être pas très clair, mais vraiment, au sein du Conseil général, comment est-ce que vous faites pour que cet acte, qui est un acte humain, de faire l'enquête et de donner l'agrément, eh bien, soit le plus objectif possible? Et donc, est-ce que ça passe par des sensibilisations? Est-ce que l'adoption de la loi va vous amener au sein des différents conseils généraux, et donc l'association des départements de France y a certainement réfléchi à mettre en place un certain nombre d'actions pour travailler et éviter en tout cas que ce que la loi permette d'un côté, le filtre du principe de réalité humaine sur le territoire ne rattrape. Voilà. Merci Madame Kukierman. Madame Claes. Oui, merci Monsieur le Président. C'est une question qui va dans le prolongement de celle de ma collègue, mais qui est sur l'autre côté de la pente. À l'inverse, on sait bien, il y a des familles qui ne donnent signe à leur enfant, fils ou fille, que via une carte postale par an, etc., puisque c'est le minimum légal pour que l'enfant ne soit pas adoptable.
comment peut-on, humainement, là encore, considérer qu'il s'agit là d'un signe suffisant pour que l'enfant ne soit pas adoptable? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose à revoir? Alors, Monsieur Gournac. Merci. Vous pouvez m'excuser, je m'inscris bien tardivement. C'est pas grave. Je voudrais confirmer ce que je viens d'entendre. Moi, j'ai été vice-président du Conseil général chargé des affaires sociales de mon département, et je dois dire que devant les instructions des psychologues, des personnes qui reçoivent le couple, il y a 50% de personnes qui repartent cassées. Je dis bien cassées. C'est pas non. C'est même pas parce qu'ils ont entendu non. Mais c'est de la façon dont on instruit, et je prends le mien, je ne prends pas le Essonne, je prends les Yvelines, c'est de la façon dont on instruit et les questions qui sont posées. Mais pourquoi vous voulez avoir un enfant, vous et vous? Bon, il y a aussi certainement, je crois, à faire évoluer cette chose-là pour que les gens ne soient pas blessés avant même le fait qu'on leur dise non. Moi, j'ai rencontré, j'ai encore, qui travaille pour ma ville d'ailleurs, un couple, ça marche. Mais ils ont été complètement démoralisés. Il a fallu les tenir à la sortie des différents contacts qu'ils ont eus avec le Conseil général. Il a fallu que je les reçoive. J'ai dû les recevoir 3 ou 4 fois parce qu'ils étaient morts, cassés. Bien. Alors voilà, beaucoup d'expressions. Je redonne la parole à Monsieur Guedj pour répondre aux différents collègues qui sont intervenus. L'échange est passionnant comme à chaque fois, et vous voyez bien, ça confirme ce qu'on évoquait, à savoir qu'on glisse sur le sujet de l'adoption qui lui intéresse. Il y a 25 000 personnes en France ou un peu plus qui sont détentrices d'un agrément d'adoption. Il y en a entre 5 500 et 6 500 par an, donc le flux augmente de 6 000. Et donc il y a des vraies questions sur l'adoption. Alors vous avez posé une question sur la manière, je vais commencer par celle-là plutôt, de traiter la manière dont les équipes agissent. C'est tout l'enjeu de la formation et des bonnes pratiques. Voilà. C'est vrai qu'il y a des traditions professionnelles qui existent à certains endroits. Alors, le hasard, j'allais presque prendre cet exemple-là, celui des Yvelines, qui est un peu connu dans le monde de l'adoption. Et je suis un peu... Voilà. Alors, moi, je me suis toujours posé la question de savoir si c'était une directive politique ou une pratique professionnelle, mais il est notoire, enfin, je fais offense à personne en disant, par exemple, c'est un département dans lequel il y a, je crois savoir, mais je ne veux pas donner crédit à des on-dit, mais par exemple une exigence plus grande que les couples soient mariés, plutôt que, parce que la faculté est offerte par la loi. Donc il y a des pratiques qui sont divergentes d'un endroit à l'autre. L'enjeu, c'est peut-être d'éviter de trop grandes disparités. Mais c'est vrai que vous avez utilisé ce terme, les personnes sont cassées. On touche à l'intime. C'est-à-dire qu'on questionne des individus, un couple qui est porteur d'un désir, d'un projet familial, d'un projet d'accompagnement d'un enfant, et on l'interroge dans une sorte de ce qui est parfois vécu et ce qui est injuste, de savoir est-ce que vous avez une capacité des parents. Enfin, c'est une question qui est forcément vécue de manière très sensible. Voilà, il y a un enjeu de bonne pratique, il y a un enjeu d'échange, il y a un enjeu de pratique professionnelle. Moi, je souhaite qu'elle puisse être un peu boostée à l'occasion de cette réflexion. S'agissant de l'orientation sexuelle, nous, on a commencé à le faire. C'est un petit peu l'esprit de. On avait une quarantaine de départements qui étaient présents quand on a organisé ce colloque. On a construit derrière un réseau dans les différents services adoption pour pouvoir échanger. Sur la question du délaissement parental, ou en tous les cas, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Je pense qu'il faut qu'on ait un saut législatif, ou en tous les cas de pratique, qui consiste à peut-être, là c'est mon sentiment personnel, à être moins cramponné à une vision très biologique. Dès qu'il y a le maintien d'un lien biologique avec les parents, alors on se dit que c'est pas possible. Bon, d'abord, on oublie que l'adoption simple est possible. Voilà, l'adoption simple qui autorise à ce qu'un enfant ait plusieurs parents reconnus, donc jusqu'à 4. Cette faculté existe. Et même sur l'adoption plénière,
je pense qu'il faut qu'on fasse bouger là aussi l'état du droit, en considérant qu'on peut peut-être constater le délaissement parental plus rapidement que ce n'est le cas aujourd'hui. D'autres remarques, Madame Meunier? Pour rajouter peut-être à ce qui vient d'être dit et en réponse au questionnement de Madame Kickerman, moi je pense que plus le politique s'en mêlera et mieux ce sera. C'est-à-dire que je fais bien sûr confiance aux équipes, unité d'adoption dans chaque département, mais il ne faut pas penser ça comme quelque chose de technique ou de très spécialisé, mais que le politique, alors avec un grand P, il ne s'agit évidemment pas de faire des interventions personnelles, mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, ça rassure aussi, et puis ça donne surtout du sens. Ouais, je veux mentionner ce mot pour pas qu'il y ait d'ambiguïté dans mes propos. On a des équipes, les services adoption dans les conseils généraux sont des services importants parce qu'ils sont vraiment dans un sujet. Enfin, d'ailleurs, l'aide sociale à l'enfance, c'est probablement des services les plus exigeants comme service public, comme mission, parce qu'on est à chaque fois vraiment sur la crête, dans l'intime et en même temps avec. Et c'est vrai que je confirme. Donc, ces agents, ces professionnels ont besoin d'un cadre politique, en tous les cas d'orientation. De plus en plus, ce n'est pas une obligation, je le dis, mais de plus en plus de conseils généraux à l'occasion de l'adoption de leur schéma départemental de l'enfance, qui jusque-là étaient très focalisés justement sur les pratiques de l'ASE, le placement, etc., ont un volet de plus en plus adoption. Un questionnement sur quelle est notre politique, nos orientations en matière d'adoption. Moi, par exemple, ce que je vous évoquais sur la non-discrimination à raison de l'orientation sexuelle, c'est une disposition que nous avions intégrée dans un schéma de l'enfance au Conseil général de l'Essonne dès 2009. Et c'est vrai qu'à l'époque, voilà, il n'y avait pas beaucoup de conseils généraux qui se posaient la question de savoir quelle est notre politique en matière d'adoption. Et ça se construit naturellement avec les services qui ont besoin. On a souvent des équipes qui sont des équipes stables, anciennes, donc où se construit, je dirais, une pratique à l'échelle d'un département, et je vais même vous dire, c'est marginal, c'est anecdotique, mais on connaît certaines familles qui sont dans une stratégie, je dirais, de localisation d'un département à l'autre en fonction de ce qu'ils savent être. Vous savez, maintenant, les forums sur Internet, on se raconte les choses, de ce qu'ils savent être les pratiques des uns et des autres. Et c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont réputés plus durs, plus exigeants que d'autres. Voilà. Donc je crois que, comme dans toutes les politiques publiques, on a ce besoin de règles qui soient claires, de transparence, et en même temps, quand même, à la fin, de la décision du professionnel qui est souveraine, mais dès l'instant où elle est dans un cadre qui a été défini par ceux qui sont dépositaires du suffrage universel. Bien. Je crois que s'il n'y a plus d'autres interventions, Monsieur Michel, il n'y a plus d'autres interventions. Il me reste à vous remercier au nom de tous nos collègues, Monsieur Guedj, d'avoir bien voulu nous donner la position de l'Assemblée des départements de France.